Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Joe Hume pour la musique. Salut Bonjour, Joe. ça va bien? Mais très bien. Et alors Olivier Pouls est venu armé ce Bonjour. matin. Bonjour Olivier. Vous avez Il a- demandé un casse-croûte, ne quittez pas. il a un sachet sur lequel est écrit au cochon rose. Voilà. Et il l'a Vraiment, ouvert, hein. C'est tout un programme. Bon, parce qu'on va parler évidemment gastronomie. Ce matin, j'ai la chance de recevoir celui qui a cuisiné pendant 25 ans pour 4 présidents à l'Élysée, à savoir Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. 4 styles, 4 ambiances. Et avant de devenir le tout premier ambassadeur de la gastronomie française de l'histoire. Bonjour chef Guillaume Gomez. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous venez de publier ce livre à la table du destin aux éditions Hors Cadre. Et c'est une maison d'édition qui vous correspond bien parce que votre parcours est vraiment en dehors des cadres classiques. Vous avez grandi en Seine-Saint-Denis. Vos parents étaient brocanteurs. Vous viviez, vous le racontez dans votre livre, très modestement. Vous dites que vous étiez pauvre, mais que vous ne manquiez de rien. C'est ça? Exactement. Donc ça allait, mais On bon. a toujours l'impression de manquer quelque chose, c'est par rapport à autre chose. Et comme dans l'entourage, tout le monde vivait à peu près de la même façon. On n'avait pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Et surtout pas d'amour d'ailleurs. Non, vous le dites très aussi. aimé. J'ai eu cette chance. Et alors, dès la grande section de maternelle, vous saviez, Guillaume Gomez, que vous vouliez devenir cuisinier. Ça me paraît assez incroyable. Vous vous déguisiez même en cuisinier, alors qu'on a plutôt tendance à se déguiser en super-héros quand on est en grande maternelle. Comment ça se fait, ça? Déjà, il y avait assez peu de super-héros dans mon univers, dans mon monde. Mais non, c'est vrai, j'ai jamais su quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine, parce que j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Vous avez la photo dans le livre où on doit se déguiser pour une fête d'école, dans le métier qu'on veut faire plus tard. Au milieu des cow-boys, des princesses et des pompiers, il y a un cuisinier, c'est moi. Et j'ai pas lâché l'idée, on va dire. Mais ça vient bien de quelque part. Il y avait quelqu'un qui cuisinait dans votre famille? Non, mes parents cuisinaient pas ou très peu. J'ai eu un arrière-grand-père qui avait été cuisinier, mais je l'ai pas connu. Alors la légende familiale dit que peut-être dans l'ADN, il faudrait regarder s'il y a un chromosome de la cuisine. Mais non, c'était peut-être parce que j'étais déjà gourmand. Et c'est ce qui fait que j'ai les papilles qui frétillent quand je vois tout ce qu'a ramené Olivier Pouls sur la table en face. Vous m'avez mis face à lui un peu. Ça arrive, patiente. Voilà. Donc, j'ai toujours été gourmand et je le suis encore. Ouais. Et alors, vous allez commencer à 14 ans, vraiment, parce que alors, vous aviez un cousin quand même cuisinier qui vous propose de demander à son patron de vous prendre en apprentissage, c'est ça? Donc, vous démarrez à 14 ans, ce qui veut dire arrêter l'enseignement général, juste après le brevet, c'est ça? Votre prof principal, à l'époque, il convoque vos parents et il leur assène cette phrase qui est terrible. Il dit: vous vous rendez compte que vous voulez envoyer votre fils faire de la cuisine alors qu'il pourrait faire un vrai métier? Oh, c'est horrible. C'est dur quand même, mais c'est une autre époque aussi. Alors le pauvre monsieur Tornadillo, ça fait plus de 30 ans que je lui fais de la pub. Il voyait pas mal. Lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il avait face à lui un jeune qui avait des possibilités. J'avais de bons résultats scolaires. Intelligent. Je rappelle quand même que j'avais plus de 15 de moyenne, sortie de 3e. J'avais mon passage en seconde qui était bien sûr motivé. Et on était dans une époque où la cuisine n'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. On vous envoyait faire de la cuisine quand vous aviez raté mécanique et tout le reste. Donc c'est vrai que lui se disait, c'est dommage, il va gâcher sa vie. Peut-être qu'un vrai métier pour lui, c'était prof de maths, et qu'il pensait, j'étais bon en mathématiques d'ailleurs, que j'allais pouvoir aller dans ses pas. Et donc moi, j'avais décidé depuis toujours d'aller faire de la cuisine. Le deal moral que j'avais avec mes parents, c'était non pas passe ton bac, mais aie des bons résultats à l'école, et puis quand tu pourras aller faire ce que tu veux. Voilà, donc j'ai des bons résultats scolaires, j'ai l'âge de rentrer en apprentissage, je rentre en apprentissage. Et vos parents, ça leur posait pas de problème? Aucun problème. Mes parents, du moment que je travaillais... Ils étaient contents, quoi. Et ce professeur, il a su que vous étiez devenu chef de l'Élysée? Je sais pas, j'ai pas gardé contact avec lui. J'ai contact avec d'autres professeurs, même avant. Je parle dans le livre de monsieur Chancrin qui me donne ce livre Où tu porteras mon deuil. Par les réseaux sociaux, il m'avait envoyé un message très touchant. Mais non, monsieur Tornadillo, il était âgé déjà à l'époque, je sais pas malheureusement ce qu'il est devenu. Et alors racontez-nous comment ensuite, dans quelles circonstances, Guillaume Gomez, vous arrivez à 19 ans dans les cuisines de l'Élysée? Parce que c'est pas banal. De chance, du piston et un peu de travail. C'est-à-dire que alors ça parlera peut-être pas aux plus jeunes de vos auditeurs, mais je suis chez Le Divelec. Donc Le Divelec, c'est ce restaurant 2 étoiles Michelin où toute la classe politique va. On en parle souvent ces jours-ci, puisque la photo de François Mitterrand avec Mazarine est à la sortie de chez Le Divelec. Je suis d'ailleurs ce jour-là en cuisine. C'est de là que je sais que pour nous, il n'y a rien de secret puisque la photo est organisée. On nous demande de ne pas sortir pour ne pas passer devant les photographes. Et en fait, je reçois un courrier chez moi comme quoi j'ai 18 ans passés, il va falloir que j'aille faire mon service militaire. Donc je vais voir mon patron en lui disant va falloir que je parte. Il me dit il n'en est pas question, il y a du travail. Je dis vous avez vu la petite phrase en bas? Sinon, c'est les gendarmes qui viennent. Il me dit donne-moi ça, je m'en occupe.
il vient me voir en cuisine quelques heures après, il me dit c'est bon, tu vas recevoir un courrier, tu pars à l'armée dans 1 an. Bon, il avait tout simplement appelé le ministre de la Défense, qui était un des clients, et je reçois en effet un courrier comme quoi mon incorporation est retardée d'1 an et que je partirai à l'armée à mes 19 ans. Et du coup, il me propose, pour me remercier, d'être resté, parce qu'il pensait que j'allais partir quand même, soit l'Élysée, soit Matignon. Ah oui. Donc je dis moi je connaissais assez vaguement ce qu'était l'Élysée et Matignon de mes cours d'instruction civique. Je me dis l'Élysée c'est le patron, Matignon c'est le numéro 2 quand même. Déjà, je suis le patron. Voilà, donc autant aller à l'Élysée. C'est comme ça que je me retrouve à l'Élysée. Un moment formidable, puisque avec des appelés du contingent qui arrivaient de tous les restaurants 3 étoiles et 2 étoiles, puisque l'armée, stratégiquement, réservait les meilleurs cuisiniers à ses armées, et donc je me retrouve au service des présidents de la République. Je dois faire 1 an, j'y suis resté 25 ans. Et c'est mieux que faire les chasseurs alpins. Oui, c'est moins compliqué. Vous y êtes resté notamment parce que vous avez gagné un concours, c'est ça, à 20 ans, et donc à la demande de Jacques Chirac, vous êtes embauché pour de bon dans la brigade de l'Élysée. Oui, alors ça se fait en plusieurs étapes, toujours pareil, beaucoup de chance. Moi, je le dis dans mon parcours, j'ai eu énormément de chance. Bien sûr, j'ai travaillé, mais beaucoup de chance, puisque la temporalité fait que quand j'arrive à l'Élysée, quelques mois plus tard, Jacques Chirac annonce que ça va être la fin des conscrits, la fin du service militaire, dans 2 ou 3 ans. Donc, Joël Normand, le chef de l'époque, doit renforcer la brigade. À 20 ans, je remporte un concours de cuisine, le Trophée national du jeune chef, sur le salon Egast. Je pense à eux, c'est bientôt. Et donc, Joël Normand me dit, tiens, ce gamin, je vais devoir le garder. Et il me propose de rester. Et ensuite, donc Jacques Chirac accepte, non pas parce que c'était moi, mais parce qu'il faisait confiance en son chef. Et ensuite, une autre chance fait que je passe le concours de meilleur ouvrier de France, je deviens le plus jeune lauréat de l'histoire, et la chance c'est que la temporalité est la bonne. Je passe meilleur ouvrier de France en janvier 2004, Joël Normand part en retraite en décembre 2004, vient ensuite la succession, et la place m'a été proposée. C'est comme ça qu'avec Bernard Vaution, ensuite, on a piloté les cuisines et que j'y suis resté 25 ans. Et alors, vous racontez dans votre livre, Guillaume Gomez, l'envers du décor aussi, toutes les petites mains qui travaillent corps et âme pour le palais, avec le sens du devoir. Vous racontez aussi la condescendance, parfois, des gens de ce milieu qui se croient supérieurs aux autres parce qu'ils viennent justement d'un autre milieu. Vous avez même tenu tête à un préfet qui était particulièrement désagréable. Oui, alors ça m'est arrivé souvent. Jamais aucun problème avec les présidents de la République, les 4 pour qui j'ai pu travailler, qui avaient ce rapport à l'humain. Mais bien évidemment, quand vous avez face à vous, que ce soit des préfets ou même des diplomates, puisque j'ai été pendant 3 ans le représentant du président, ambassadeur pour la gastronomie, un rôle d'ambassadeur thématique, on m'a bien fait comprendre que j'étais pas issu du corps diplomatique. Et quand vous représentez le président de la République et que vous avez face à vous certains préfets, pas tous, bien évidemment, mais certains, oui, comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas issu de la préfectorale. Et puis d'autres, des conseillers, vous n'avez pas fait l'ENA, vous n'avez pas fait Sciences Po, mais tout le monde le vit au quotidien. Sûrement que vous devez le vivre dans les médias par rapport à ceux qui arrivent par un biais qui n'est pas celui classique. Et donc oui, je l'ai vécu, et moi j'ai toujours tenu tête à ceux qui respectaient pas, si ce n'est l'homme, au moins le travail. Des préfets, j'en ai croisé des dizaines, vous lui dites. Des gars comme moi, arrivés là par leur travail uniquement, vous n'en croiserez pas tant que ça. Alors votre mépris, devinez ce que j'en fais. Voilà. Ça, on a retravaillé la phrase avec la maison d'édition. C'était pas tout à fait comme ça. C'était plus direct. C'était un petit peu plus direct. C'est vrai que on l'a édulcoré un peu. C'était plus salé. Oui, un petit peu. À la table du destin, c'est votre livre, Guillaume Gomez, publié aux éditions Hors Cadre. Et alors, je le disais, vous avez servi 4 présidents différents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, ainsi que quelques chefs d'État étrangers, comme un certain Donald Trump, vous avez déjà servi. Vous vous doutez bien que j'ai quelques petites questions à vous poser sur tout ce beau monde. On en parle tout de suite sur Europe. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec ce matin le chef Guillaume Gomez pour son livre À la table du destin aux éditions Hors Cadre. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez travaillé pour 4 présidents très différents, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, mais il y a une difficulté, j'imagine, quand on écrit un livre comme le vôtre, Guillaume Gomez, c'est que en étant dans l'intimité des présidents, forcément vous devez être au courant de pas mal de leurs secrets que vous ne pouvez pas dévoiler. Vous signez des clauses de confidentialité, j'imagine, quand on travaille à l'Élysée, par exemple. Non, il y a bien sûr, j'avais une habilitation qui était secret défense, donc il y a quelque chose qui est lié au secret défense, mais après, il n'y a pas de secret d'État dans le quotidien de la gastronomie ou de l'alimentation d'un président. C'est juste tout simplement du bon sens. Quand vous vivez avec quelqu'un le quotidien d'un président, d'une famille, de gens, il y a des choses que vous ne devez pas dire et que je ne dirai pas, parce que déjà, je fais aussi l'exercice d'oublier beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où ça ne doit pas nous concerner, après, j'ai raconté quelques anecdotes qui avaient du sens, soit pour l'histoire, soit par rapport à la gastronomie, à la position de la France sur le marché actuel de l'alimentation.
Oui, c'est ça, parce que alors après, sur leur goût en matière de cuisine, là, c'est vrai qu'on s'éloigne du secret défense, donc vous allez pouvoir un peu nous en dire un peu plus. Quand on parle du premier qui vous a embauché, Jacques Chirac, il y a un plat qui vient immédiatement en tête, Olivier Pouls. Ah oui, c'est de la légende, je crois. Eh ben, évidemment, il va nous le dire. Oui, on raconte qu'il voulait manger de la tête de veau à tous les repas, mais je crois que vous lui en avez fait que 2 fois sur toute la mandature. 2 fois à l'Élysée. Alors je continue, parce que c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on parle de cette tête de veau, et c'est vrai que je reçois encore des messages de gens qui me disent ouais, vous savez, moi j'étais très proche du président, et c'est vrai, et à chaque fois ils me demandaient de la tête de veau. Donc il y a en effet faux. Non, je vais pas leur dire que ce n'est pas vrai. Moi, ce que je peux dire, c'est que on a travaillé pour lui pendant 12 ans à l'Élysée. On connaît très bien les chefs qui l'ont suivi ensuite, sortis de l'Élysée. En tout cas, il a mangé 2 fois de la tête de veau. Alors peut-être qu'il allait partout et qu'on lui en resservait. Et que, je crois qu'on dit qu'il en avait ras-le-bol, en fait. Mais c'est ça, c'est ce que vous racontez dans votre livre, Guillaume Gomez. Mais comme tout le monde, si je vous demande votre plat préféré, déjà, je sais pas, vous allez me dire la blanquette de veau. Si je vous demande quand est-ce que vous avez mangé ce plat préféré, vous allez me dire c'est ma grand-mère qui me le faisait. Voilà, donc je vais dire c'est déjà dommage si c'est votre plat préféré de ne pas l'avoir mangé depuis 25 ans. Et ensuite, si je vous en fais 3 fois par semaine, vous allez voir que dans 15 jours, c'est plus votre plat préféré. Emmanuel Macron, c'est les cordons bleus. Il avait fait la bêtise de dire que c'était son plat préféré. Il aimait ça. Non, il avait dit j'aime ça. Du coup, on a dit c'est son plat préféré. Ouais, c'est ça. Et il paraît que c'est Bernadette qui avait lancé l'idée qu'il adorait ça, la tête de veau. Oui. Il nous avait raconté ça, qu'en effet, c'était lors d'une interview où elle pensait parler politique et que le journaliste avait rien trouvé de mieux que lui dire et c'est quoi le plat préféré de votre mari. Donc elle avait dit ça un peu au hasard, un peu énervé. Je sais pas si elle l'avait dit au hasard ou si elle s'était dit je vais faire exprès de dire ça, mais en tout cas ça lui a collé à la peau pendant près de 35 ans. Et la bière légère blonde là, ça c'est vrai qu'il aimait ça. Ça c'est pas une légende, c'est vrai. Le président ne buvait quasiment pas de vin. De temps en temps un verre de Château Bechevel que Madame Chirac servait à l'Élysée, mais il buvait que de la bière et du cidre. C'est d'ailleurs pour ça que les vignerons, on en avait parlé avec Olivier Pouls, la Revue des Vins de France a nommé Emmanuel Macron homme de l'année il y a quelques années de la Revue des Vins de France, car c'est le seul président qui buvait du vin et qui parlait du vin. Et qui défendait le vin à plusieurs positions. François Hollande buvait du vin un petit peu, mais il n'en parlait assez peu. Enfin, la politique de l'Élysée n'était pas de défendre le vin. Nicolas Sarkozy, pas une goutte d'alcool, et Jacques Chirac, buvant du du cidre et de la bière, ne défendait pas. François Hollande, il a vendu la cave de l'Élysée. Alors bon, pour quelqu'un qui aime le vin, oui, c'est tout. Alors, si vous permettez, je vais rectifier quelque peu les propos d'Olivier. Je vois qu'en plus ça l'énerve, mais c'est pas François Hollande qui a vendu, c'est l'administration Élysée qui a vendu, et ça s'est décidé avant lui. Il est arrivé, la cave était en vente, mais comme tout bon gestionnaire de cave, l'intendant qui était en charge de ça voyait des bouteilles qu'il ne pourrait jamais ouvrir, s'est dit pour racheter du vin, je vais vendre du stock, et ils ont gardé une bouteille de chaque pour la collection. Ça a été très mal communiqué. C'est pour pas gâcher, puisque 15 ans plus tard, des gens du monde du vin ont encore cette animosité sur la vente. Je peux vous dire qu'il y avait des belles choses dedans. J'imagine. Et alors, est-ce que c'est vrai quand même, ou ça aussi c'était de l'ordre de la légende, quand on disait que Jacques Chirac, il avait un appétit hors du commun? Non, ça c'est pas la légende. Quiconque a partagé la table de Jacques Chirac peut dire qu'il mangeait énormément. Des quantités assez conséquentes. Gargantuesques. Et alors, autre mythe, on s'imagine que la cuisine de l'Élysée au quotidien, c'est du homard, du caviar, de la truffe. Mais en réalité, ce que vous racontez dans votre livre, c'est beaucoup plus simple que ça. Déjà, c'est un lieu où les gens travaillent. C'est pas un hôtel, c'est pas un palace. Contrairement à mes copains qui sont chefs dans des hôtels qui ont des caprices tous les jours. Nous, c'est un lieu où les gens travaillent, où personne ne choisit ce qu'il mange, à part le président et madame. Tous les autres, du secrétaire général aux agents, les menus sont imposés, tout simplement parce qu'il y a une gestion très pointue qui est là. Je vous invite à lire les rapports de la Cour des comptes depuis une vingtaine d'années, où de toute façon, tout se sait sur ce qui est dépensé, acheté. Et en effet, la cuisine de l'Élysée va du dîner de gala, vous parliez de la reine d'Angleterre, donc je rentre sur ce plateau, et du sandwich. Et on fait tout, on fait du fret aérien, on fait du cocktail. Mais il y a combien de repas par jour? Écoutez, les 25 ans où j'étais à l'Élysée, c'était entre 90 et 95 000 couverts par an, ce qui fait une fausse moyenne de 300 par jour. Mais en plus, c'est du secrétaire général aux agents, et il y a en plus un restaurant aux 2 rues de l'Élysée où des équipes travaillent pour le restaurant administratif de l'Élysée, parce que vous avez près de entre 800 et 1000 collaborateurs à l'Élysée par an. Vous disiez on fait des sandwichs aussi à midi, mais j'imagine que votre jambon, par exemple, il vient pas de la supérette du coin. Non, rien ne vient de la supérette. Les produits doivent être des marchés publics, donc on fait attention bien sûr à tous nos achats. Et la cuisine de l'Élysée se doit d'être la vitrine du territoire de France. Quand même. Donc on fait des produits français avec bien sûr des artisans en respect des coûts et des budgets qui nous sont alloués. 3,60 €, je l'ai déjà dit également. En tout cas à mon époque, maintenant je sais pas, mais à mon époque c'était ça pour entrée, plat, laitage, dessert, sans bien sûr 3,60 € par personne.
mais comme toute l'administration française, en fonction, ça varie entre 1,50 € et 4 € en fonction. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au plus juste et qu'il faut travailler, faire des produits. Et on pourrait faire toute une émission sur l'éducation à l'alimentation, qui est l'un des combats aussi d'Olivier Pouls, pour vous dire qu'à partir du moment où vous cuisinez, où vous achetez de saison et vous avez les bons réseaux pour trouver les bons producteurs, et vous pouvez. On a le meilleur réseau d'agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs au monde. Au monde, on a Rungis, la plateforme qui nourrit le monde entier. On a la meilleure agriculture du monde. Donc on peut manger pour un coût maîtrisé en France. Et on n'arrête pas de le dire. C'est vrai que ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Je ne sais pas combien d'années ça coûte très cher de mal manger. Exactement. Je vous invite à lire le rapport de l'Institut Montaigne. La mauvaise alimentation nous a coûté 125 milliards d'euros. Diabète et cholestérol, 125 milliards d'euros. C'est Quand le catastrophique. débat est de savoir où est-ce qu'on va économiser 40 milliards d'euros, je vous invite tous à lire le rapport de l'Institut Montaigne. Et à changer certaines habitudes. On parlait de Jacques Chirac. Après est arrivé Nicolas Sarkozy à l'Élysée, Guillaume Gomez. Est-ce que vous avez dû revoir la carte, la taille des portions? Parce qu'on dit que Nicolas Sarkozy, contrairement à Chirac, il ne mangeait pas beaucoup. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Déjà, alors je suis pas là non plus pour réhabiliter tout ce qui se dit sur la gastronomie française, mais bien évidemment, le rôle d'un chef à l'Élysée ou des cuisiniers ou de tous les collaborateurs, c'est de s'adapter, puisque ça change. C'est à nous de nous adapter et non pas le contraire. On a un homme qui arrive qui est différent, pas de la même génération, pas de la même façon de travailler. Qui exige d'autres choses aussi, peut-être. Bien évidemment, il y a eu toute cette réputation de il n'aime pas manger parce qu'il aimait énormément travailler. Donc les mêmes qui travaillaient autour de Jacques Chirac, les ministres, les conseillers qui sont arrivés, Jacques Chirac, peu importe ce qui se passait, à 13h, fallait passer à table. Nicolas Sarkozy, c'était pas le cas, c'est vrai. Donc les gens ont dit, lui, il aime pas manger. Ce qui est pas vrai. Il buvait pas d'alcool. Oui, ça c'est vrai. Il avait des recettes un peu fétiches? Non, pas du tout. À chaque fois, il nous faisait confiance. Vous savez, un président de la République est quelqu'un qui travaille énormément. Il n'a pas le temps de se pencher dès 10h du matin à savoir qu'est-ce que je vais manger. Il fait confiance aux gens qui sont là pour ça. Et les chefs de cuisine sont là pour ça, pour proposer des repas de saison équilibrés et en fonction adaptés, bien sûr, à la personne qu'il reçoit, un chef d'État ou un collaborateur. Ce n'est pas la même chose si c'est un déjeuner de travail ou un dîner officiel. Et alors, quand est arrivé François Hollande à l'Élysée, est-ce que vous avez dû réembaucher du personnel? Est-ce que lui, il avait fait un régime qui était très strict pendant sa campagne? Et il a pris 10 kilos en un mois. Et c'est vrai qu'après, en arrivant à l'Élysée, ça va. On sent qu'il y a eu un peu plus de laisser-aller. Non, pas du tout. Alors on me l'a il y avait des consignes particulières. On me l'a reproché assez longtemps. On me le reproche peut-être encore qu'il ait pris du poids. Lui, il m'en a jamais tenu rigueur, bien évidemment. Mais parce qu'il y avait eu en effet un régime qui avait été fait peut-être par les communicants où lui, on a tout entendu pour la campagne. Voilà. Et puis après, écoutez, vous savez, en tout cas, ce que j'ai pu dire pendant les 5 ans où François Hollande était là, à chaque fois qu'on me reprochait, notamment ses équipes, que le président prenait du poids. Ah, ses équipes, vous le disiez? Mais bien évidemment. Le nombre de fois où soit la directrice de cabinet, soit les communicants, soit tout le monde disait jamais le président. Mais l'entourage me le reprochait, c'est que nous, à l'Élysée, vous savez, on fait du service à la française. C'est du service au plat où les personnes se servent. Vous avez les protéines, le féculent, il y a toujours des légumes et la sauce est toujours à part. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dans votre assiette et ce que vous allez manger. Alors on m'a dit, faut pas lui passer la sauce. Moi, je suis pas là pour imposer. Je suis pas là pour imposer quoi que ce soit à un président de la République. On est là pour expliquer les choses. Et donc, les 4 que j'ai eu l'honneur de servir m'ont toujours, en tout cas, remercié du travail qui fut le mien et j'y serais pas resté 25 ans s'ils n'étaient pas satisfaits. Après, il y avait aussi peut-être les viennoiseries du petit-déj ou des choses comme ça, évidemment, ajouter à l'édition. Je vous laisse mettre de vos propos. À la table du destin de Guillaume Gomez, publié aux éditions Hors Cadre. C'est passionnant de vous entendre et on va continuer à parler de tout ça parce qu'il y a aussi la reine Elisabeth II, je le disais tout à l'heure, qui est passée plusieurs fois à l'Élysée, qui avait ses petites exigences. Puis on va donner la parole à Olivier Pouls. Vous avez, alors là, c'est incroyable tout ce que vous avez ramené ce matin. Moi, je mets en pratique les conseils de Guillaume, les bons produits de terroir. C'est costaud. On arrive tout de suite sur Europe 1.